est à la pointe du progrès. Ses concurrents le redoutent. Ce chasseur de haute technologie, c'est le Rafale. Lancé par Marcel Dassault il y a 20 ans, il équipe aujourd'hui la marine et l'armée de l'air. Pour ses missions à risque, l'armée fait appel à ses meilleurs éléments. Sharpie est un jeune pilote de l'aéronavale. À plusieurs reprises, il est allé au contact de l'ennemi. Tom, lui, est en passe de devenir commandant de flottille. C'est un as de la chasse qui s'est illustré au Kosovo. Pedro est pilote dans l'armée de l'air. Il appartient à l'escadre basée au Tadjikistan. Pendant plusieurs mois, Grégoire Gosset a suivi ces pilotes de chasse français dans leur mission. Il vous raconte l'odyssée du Rafale. Le Charles de Gaulle est au cœur de l'opération Agapante en océan Indien. Il est escorté par plusieurs frégates et, comme toujours, par un sous-marin nucléaire d'attaque, celui que l'on ne voit pas venir et qui a changé la stratégie des mers. Pièce maîtresse de la Task Force, le porte-avions nucléaire déclenche de nombreux raids aériens pour soutenir les commandos des forces spéciales en difficulté sur le sol afghan. Le bateau est déployé en océan Indien sur directive du gouvernement. Cette fois-ci, la mission est très orientée vers le soutien de nos forces en Afghanistan. Et il s'agit donc d'apporter un appui pour permettre à ces forces d'effectuer les opérations sur le terrain. En sachant que si jamais elles étaient prises à partie par les talibans, eh bien elles pourraient être soutenues, appuyées et défendues par des avions au-dessus de leur tête. Les pilotes de l'aéronavale française sont mondialement réputés pour leur audace et leur dextérité. Leurs sorties ont pour but d'appuyer et de couvrir la coalition internationale. On est catapulté du bord. Ensuite, il y a des grands centres. On a un grand transit au large du Pakistan. On traverse tout le Pakistan pendant 1 heure. Et ensuite, il y a un grand coordinateur sur zone qui nous envoie sur ce qu'on appelle des troupes in contact, ça veut dire des gens qui sont engagés par des forces ennemies. Et donc, ils nous disent contacter ces personnes sur telle fréquence. Et là, on rentre en contact avec ces personnes. Et puis, dans certains cas, et ça a été le cas pendant l'opération, on entend le crépitement des armes et on est en communication avec les gens au sol qui nous font une description de ce qu'ils voient et qui essaient de nous faire prendre visuel de la cible à toucher. Pour faire fuir les rebelles embusqués, les pilotes font d'abord des démonstrations de puissance. On veut juste faire peur à l'ennemi ou que l'ennemi bouge. Donc ce qu'on fait dans ce cas-là, c'est un show of force, ça veut dire qu'on va arriver très vite, très bas, et on va faire du bruit, on va montrer notre présence. Et normalement, psychologiquement, l'ennemi est obligé de bouger, de se repositionner, et donc c'est vraiment le but du show of force. C'est d'une centaine de mètres de hauteur à peu près en passage et 500 nœuds, donc 900 km/h. C'est très vite, très bas. À cette vitesse et aussi près du sol, la moindre erreur est fatale. Ce sont les règles de l'intimidation. Dans certains cas, la mise en garde n'est pas suffisante. Il faut employer les armes. On a eu un contact avec des troupes américaines, un contact avec des troupes anglaises qui finalement ont réussi à s'en sortir par d'autres moyens. Et puis on a eu ensuite un contact avec des troupes néerlandaises qui, elles, nous ont demandé de neutraliser la cible. Tout ce que je peux dire, c'est qu'on a effectivement délivré de l'armement pour aider des gens qui étaient en mauvaise posture vis-à-vis de forces talibanes qui étaient en phase 2 et qui les engageaient. On se pose aucune question. Le seul élément, je le répète, c'est le tir fratricide. Là, c'est le truc catastrophique. Et donc là, on fait extrêmement attention, c'est de ne pas tirer, de ne pas se tromper de cible, ne pas tirer sur les troupes qui ont besoin de nous, bien entendu, et ne pas tirer sur des gens qui sont à côté, des civils, par exemple. Les missions se terminent toujours par une manœuvre périlleuse, l'appontage. Les pilotes doivent impérativement accrocher l'un des 3 câbles tendus sur le pont pour freiner leur avion.
Ces câbles s'appellent les brins d'arrêt. Même pour les plus chevronnés, l'exercice reste délicat. À la tour de contrôle du porte-avions, l'officier Avia dirige l'appontage. L'avion arrive en gros à 250 km/h. Il a, entre le premier et le dernier brin, il y a une vingtaine de mètres. Donc le brin qui est visé, c'est le brin qui est au milieu. Et les pilotes qui sont bien entraînés l'accrochent 70% du temps. Donc ça demande beaucoup de précision, d'autant plus que le bateau avance et qu'il peut avoir des mouvements de plateforme également. Les pilotes de l'aéronavale prennent de gros risques dans leur mission de guerre. Bien que le sujet soit tabou, ils savent qu'à tout moment, ils peuvent payer de leur vie. Il y a de temps en temps des petites alertes, on va dire, des petites sueurs froides qui font qu'en venant de vol, on se dit c'est pas passé très loin et effectivement c'est là où on se met un peu à réfléchir à ça, mais il ne faut pas réfléchir trop longtemps. Dans cette guerre contre le terrorisme, la marine n'est pas la seule à effectuer des raids aériens. Proche du théâtre d'opération, l'armée de l'air, elle aussi, projette des rafales sur les zones de combat. Depuis le Tadjikistan, pays frontalier de l'Afghanistan, la France déclenche de nombreuses opérations aériennes. L'aéroport international de Dushanbe a été converti en base arrière de l'OTAN pour accueillir les forces aériennes de la coalition. Un détachement de rafales de l'escadron 1-7 Provence a pour mission d'assurer la protection des forces alliées. On assure la protection de la coalition. On ne combat pas les talibans gratuitement. Ces personnes-là doivent être armées de différents fusils d'assaut, de missiles solaires et des fois de roquettes sol-sol. Donc quand la coalition est prête à partir par ces différents types d'armements, on est là pour assurer leur survie et effectuer des missions de présence ou de tir pour les défendre. Ici, on ne néglige aucun des petits gestes de sécurité et l'on s'oblige à les répéter. Tous les pilotes le savent. En vol, le moindre détail peut les perdre ou les sauver. Donc vous allez travailler dans ce secteur, vous relèverez des B1B, plus dans l'Est... Avant chaque départ, c'est au briefing que les pilotes prennent connaissance de leur mission. Vous allez soutenir des forces spéciales américaines. Il y a plusieurs regroupements talibans qui ont été signalés le long de la frontière Est et une grosse activité dans le sud. Des talibans armés sont en train de se regrouper, les pilotes se tiennent prêts à contrer une offensive. Au cas où l'opération tourne mal, ils emmènent toujours une arme et un équipement de sécurité. Ça c'est juste en cas d'éjection en fait. Qu'est-ce qu'il va y avoir, de quoi en fait se localiser avec un GPS, de quoi se défendre donc avec l'armement et ensuite c'est vraiment tout ce qui est survie, de quoi soigner le plus urgent et de quoi se protéger principalement. À chaque décollage, les pilotes ignorent s'ils devront se défendre et ouvrir le feu. Leur seule certitude, c'est qu'ils peuvent à tout moment être conduits à exécuter des ordres lourds de conséquences. La France a le choix de décider si oui ou non elle autorise ses avions à exécuter des frappes sur certains points. Donc la France réserve le droit de choisir si oui ou non on doit employer la force ou pas. Depuis le 20 décembre 2001, l'OTAN a déployé 37 000 hommes en Afghanistan, qui sans relâche mènent des opérations de lutte contre les talibans. Cette coalition est composée de 37 nations volontaires dont le but est de rétablir la paix en Afghanistan.